Bonjour, mon nom est Jérémy Scrère. On dit souvent qu'une image vaut mille mots. Aujourd'hui, je vais analyser une gravure de Paul Revere, un patriote ayant joué un rôle important durant la Révolution américaine. Donc cette gravure a été faite concernant le massacre de Boston ayant lieu le 5 mars 1770. Donc mon analyse portera sur les différents éléments de propagande dans cette gravure ainsi que les symboles qu'on y retrouve. Bon visionnement. Donc tout d'abord, j'aimerais faire une critique externe sur cette version du Bloody Massacre de Paul Revere qui a été fait en 1770. Donc, premièrement, il faut savoir qu'il y a une divergence de copies observable par justement le coloriage effectué par l'artiste qui obtient l'impression par gravure, ce qui lui donne justement cet embarras du choix quant aux couleurs utilisées dans l'impression. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une gravure, ça donne, l'impression que ça donne, c'est une illustration en noir et blanc. Donc c'est pour ça qu'il existe une amalgame de copies avec des différentes couleurs. Donc il y a des couleurs qui font l'unanimité entre les copies. Par exemple, le rouge qui va être illustré sur les costumes, l'habillement des soldats en général. Et en général, on peut voir aussi les bâtiments qui vont avoir une teinture un teint, devrais-je dire, plus brun. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait l'humanité. Mais en général, la foule, les vêtements que porte la foule vont vraiment... on peut apercevoir une divergence à ce niveau-là entre les copies. Donc ainsi, pour trouver une version fidèle du document de Paul Revere, il faut vraiment analyser le choix des couleurs effectué par l'artiste et aussi voir s'il y a des ajouts effectués de façon manuscrite quand justement cette mise en forme qu'on peut voir ici. Donc, le document historique étudié, celui que j'ai pris d'Internet, il provient justement du musée des Beaux-Arts de Boston. Il se trouve dans la collection America's Prints and Drawings. Ce musée-là a une certaine crédibilité, évidemment. Il a été fondé en 1870. C'est un musée qui est connu internationalement en étant l'un des musées d'art les plus complets au monde. Il comprend aussi une collection d'environ 450 000 œuvres d'art et accueille plus de 2 millions de visiteurs annuellement, ce qui en fait sa notoriété. Donc, de plus, complètement en bas, juste ici, on peut voir une inscription dans le coin droit, un petit encadré manuscrit qui affiche justement Col. by Chris Remick. Donc ici on voit le col, c'est pour Colored by Chris Remick. Donc ça fait allusion à Christian Remick, qui était justement l'artiste ayant peint la gravure de Revere. Cette référence diverge des autres copies qui ont, au lieu, c'est le motif au même endroit, c'est un motif noir. Donc c'est comme juste une vague qui a été mise au même niveau. Donc on peut voir que Revere donne crédit à Remick pour la couleur ajoutée dans l'œuvre. Dans la majorité des cas, comme je l'ai mentionné, le rouge est utilisé pour justement peindre les uniformes britanniques et le sang. Or, ce qui est en particulier avec le sang, c'est qu'il y a certaines copies qui vont moins mettre l'accent sur le sang et on voit ici dans cette copie que le sang est vraiment abondant. On en voit ici, un peu partout. Donc, le détenteur de cette copie a vraiment accentué cette illustration-là. Or, nous pouvons aussi observer principalement la présence du bleu. On voit ici un peu de bleu. Il y a du vert ici. Et qui est très peu utilisé dans les autres copies. Du brun et du noir qu'on peut aussi observer. Et ça concorde avec le choix des couleurs de Christian Remick. Donc, ce qu'on peut voir, c'est justement ces couleurs-là qui caractérisent
justement une certaine approche à la copie originale. Donc les couleurs abondent dans le Bloody Massacre, comme on voit ici. Il y a vraiment peu de blanc, il y a peu de noir, alors que d'autres copies laissent prévaloir le blanc et noir. Bon, le décor de l'emplacement, comme on voit, est teinté de rouge. On peut voir ici du rouge. Ici, surtout le Butcher's Hall qui est vraiment mis en évidence avec une certaine pancarte rouge. Et il y a aussi une utilisation de pigments d'or qui est effectuée par Christian Remake, qu'on peut voir un peu à travers cette gravure-là. Et c'est ça qui vraiment caractérise, qui met de l'avant des similitudes avec l'œuvre de Revere. Il y a aussi une présence d'étoiles, qu'on peut voir plus précisément ici. On a une présence d'étoiles, et c'est une autre caractéristique associée à l'original. Malgré toutes ces ressemblances, les dimensions ne concordent pas avec l'original. Donc, les dimensions qu'on a sur le site du musée de Boston sont de 36,2 par 33 cm, alors que l'original a des dimensions de 25,8 par 33,4 cm. Donc le musée laisse savoir que son œuvre a été obtenue à travers un don du collectionneur Watson Grant Gutter. Donc maintenant, pour l'analyse du document, plus particulièrement son contenu, on peut voir un amalgame de symboles et d'éléments de propagande illustrés dans cette gravure. Donc, justement, la gravure de Revere, elle agit comme un point de rupture dans une longue période de tension qui est grandissante, qui a pris émergence à travers justement les troubles entre colons face aux nouvelles lois et taxes dans les années 1760. Donc, selon les normes actuelles, la gravure simple, c'est ça, elle semble simple et même caricaturale, mais à cette époque, il faut savoir qu'elle soulevait les cœurs et les esprits des Bostonnais contre cette, en guillemets, tyrannie des Britanniques. Par conséquent, le patriote, donc Revere, Paul Revere de son nom, se hâtait de donner aux habitants de Boston une chance de voir le massacre de leurs propres yeux. En effet, sa motivation est d'ordre patriotique, pour commencer. Son engagement naît de ses relations avec des clients commerciaux et des membres d'organisations locales. En effet, Revere tisse des amitiés avec des patriotes, puisqu'il est membre de sa loge maçonnique de St. Andrew. Ses talents de graveur lui permettront, une fois que son engagement politique a été établi, de façonner l'opinion publique à travers deux dimensions. Donc, la première est d'ordre colonial. Et son objectif n'est pas compliqué. C'est de donner une connotation oppressive à l'autorité britannique, se traduisant par des soldats qui paraissent, comme on peut le voir, comme des agresseurs envers des colons innocents. Cela a comme but de mousser la grogne, qui était déjà existante, à travers les Townshend Acts, des colons justement envers leur mère patrie. La deuxième est d'une perspective coloniale. En effet, Revere transforme un incident tragique en une action à caractère politique et accentue la haine des colons envers des soldats britanniques oppressifs très nombreux à Boston. Par ailleurs, The Bloody Massacre condamne l'occupation britannique de Boston, vue comme une oppression sur les colons. Donc en publiant The Bloody Massacre, Revere veut toucher un large public. Non seulement il enflamme la conscience de l'opinion publique bostonnaise en l'induisant en erreur, mais sa gravure réussit à se retrouver dans les quatre coins des 13 colonies éventuellement. Ça prendra quelques semaines ou même quelques mois plus tard, mais elle fera le tour de ces colonies. En diffusant cette gravure dans les journaux, qui d'ailleurs est le principal média de diffusion de l'information à l'époque, cela illustre son objectif de toucher toutes les couches sociales publiques, autant la classe supérieure que la classe moyenne inférieure. Cette dernière n'est pas épargnée par Revere, puisqu'elle est directement reliée avec les tensions entre cette dernière et les soldats.
justement ce qui concerne la précarité des postes offerts sur le port de Boston qui fait suite au boycott américain. D'ailleurs, une image n'épargne pas les illettrés et les analphabètes se situant davantage dans les classes inférieures. Ce qui était ultimement l'objectif du patriote, puisque son impression colorée produite en série était le meilleur moyen pour décrire des événements s'étant produits. En ce qui concerne sa relation avec le public directement visé, dont les Bostonnais, Paul Revere, par l'entremise de sa polyvalence des métiers qu'il exerçait, avait un bon réseau de contacts et était connu par la majorité de la population de Boston, puisqu'il les offrait ses divers services. Cela, justement, lui permet de développer divers réseaux. Ainsi, il connaît le baromètre de mécontentement de la population. Il maîtrise l'opinion publique quant à l'occupation des soldats britanniques dans la ville de Boston. Ses connaissances lui permettent d'utiliser ses talents de graveur, comme il l'a fait, pour accentuer le mécontentement de la population en y présentant certains éléments fallacieux quant à l'événement du 5 mars 1770. Et ces éléments seront analysés dans quelques secondes. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que sa notoriété, elle est grande auprès des Bostonnais. Ce qui fait que l'opinion publique va adhérer à sa vision. Pourtant, elle est erronée en ce qui concerne le massacre de Boston. Mais en effet, la fausseté de la description des événements qui se sont produits, comme on peut le voir, est confirmée. Après avoir été poursuivi devant les tribunaux bostonnais, la majorité des soldats, ainsi que le capitaine Preston, ont été exonérés grâce à, en partie, l'avocat John Adams, qui deviendra éventuellement président des États-Unis. Par conséquent, ce que nous pouvons voir, c'est que, justement, Paul Revere, c'est un excellent propagandiste. Et il est vraiment opportuniste lorsqu'il ait le temps d'être au bon endroit et au bon moment. Donc, nous retrouvons plusieurs éléments inexacts quant aux événements du temps. Nonobstant, elles sont exactes à ce que les Whigs essaient de transmettre. Elles sont aussi exactes quant aux émotions et aux opinions du peuple à l'époque. Et c'est ça, ces illustrations seront analysées ci-dessous. Donc pour commencer, j'aimerais mentionner notre titre. En fait, le titre, devrais-je dire, qui dit The Bloody Massacre. OK? Perpetuate in King Street. Concentrons-nous davantage sur qu'est-ce qui a été mis en majuscule, hein? The Bloody Massacre. Donc, il faut savoir que le titre est erroné et qu'il est aussi signe de propagande des patriotes. Donc, le régiment britannique a effectivement tiré sur la foule, mais dire qu'il y a eu un massacre durant la nuit du 5 mars serait, une aberration, puisqu'il y a eu 5 morts. Et 5 morts ne correspond pas à un massacre. Donc, en donnant un teint grave avec le mot qu'on voit massacre et bloody, comme on voit avec l'illustration du sang, mais Revere cherche à provoquer l'opinion publique à travers une connotation péjorative de la scène ayant eu lieu sur la rue King. Ainsi, justement, le patriote cherche à rallier la population de Boston contre les représentants armés du gouvernement britannique en déformant et en exagérant la réalité pour gagner des nouveaux adeptes patriotes par l'entremise du journal moyen efficace de propagande. Donc pour continuer, en ce qui concerne la mise en forme, donc un peu tout ça, Revere nous fait une description de la scène ayant eu lieu sur la rue King. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous pouvons localiser l'hôtel de ville, qui se situe juste ici, qui est appelé Old State House. Et il s'agit justement de l'édifice se trouvant complètement dans le fond, en face de l'observateur. Donc ce bâtiment agit comme le siège du gouvernement colonial, dans lequel le gouverneur royal, nommé par le roi, demeurait.
Il est orné aussi d'un lion et d'une licorne, qui sont des symboles de l'autorité britannique. On le voit pas trop particulièrement ici, c'est pas, faudrait plus zoom, mais on retrouve ça. Le lion et la licorne, faut vraiment, si vous allez à Boston, c'est vraiment, on peut vraiment l'apercevoir là encore, puisque cette scène, elle a été gardée jusqu'à nos jours par l'entremise justement du Old State House qui est présent, on le voit. On peut même le visiter. Il y a même une certaine section réservée sur la rue à cet événement-là qui s'est passé le 5 mars 1670. Et évidemment, tous les guides touristiques pourront vous expliquer plus en détail ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, on se concentre davantage sur les éléments que Revere cherche à mettre de l'avant. Donc, c'est ça. Ces symboles de pouvoir sont vraiment accentués aussi par la première église à Boston et le tribunal à ses côtés. Donc on a la première église à Boston qui est ici et le tribunal qui se trouve juste à côté. Donc Paul Revere les met en évidence à la tête de la rue King pour donner justement l'idée que le gouvernement est composé à la fois de représentants élus et de l'autorité coloniale qui travaille dans ce bâtiment. Donc c'est une déclaration assez puissante pour en faire le centre et l'arrière-plan de cette image. De plus, ces bâtiments synonymes d'ordre contrastent nettement avec la violence et le chaos qui sont produits juste devant ces portes, comme on peut le voir ici. Donc nous retrouvons ces deux bâtiments, ce qui est important de mentionner. Chacun sur un côté de l'impression, on a ce bâtiment-là, on a ce bâtiment-là. Et ce bâtiment-là, il s'agit du Customs House, qui se trouve derrière le régiment britannique, comme on peut le voir. Et lui, c'est le bureau de douane. Donc, sur ce donné se retrouve une affiche indiquant Butcher's Hall. Donc, le Butcher's Hall qui est juste ici, en rouge. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est un ajout. Donc, à l'avant, c'est erroné. Ça n'a jamais été Butcher's Hall. C'est en fait toujours, ici on peut le voir, Customs House. Ça, c'est un ajout de Revere. Donc, c'est inexact. Et justement, Revere, il choisit incontestablement ce titre pour la correspondance entre le sang des victimes, comme on peut le voir ici, et celui d'un étal de boucherie, ou même faisant allusion à un massacre du terme butchering. Si nous voulions aller un peu plus loin, la boucherie était considérée comme une profession particulièrement indésirable. En plus d'être désordonnée et malodorante, au 18e siècle, beaucoup de gens pensaient que la boucherie souillait ceux qui l'exerçaient, les rendant plus grossiers et plus méchants qu'ils n'auraient autrement été. Ainsi, les Britanniques, bien qu'ils soient décrits comme violents, sont maintenant qualifiés de brutaux. Donc ensuite, en créant cette œuvre de propagande, Revere réussit à articuler un discours narratif de Whig à travers la structure des éléments mis en place qui contrastent avec la réalité d'un événement par l'entremise des acteurs présents dans sa gravure. Donc ainsi, au lieu d'illustrer la confusion régnant dans une émeute, on peut apercevoir les membres du 29e régiment britannique alignés, comme on peut le voir ici, en formation de combat ou même d'exécution, tirant ou portant sur une foule d'un peu plus de 25 citoyens non armés. Et tout ça se fait sous le commandement, justement, comme on peut le voir juste ici, du capitaine Preston, Thomas de son nom, qui est montré en train, comme on le voit, de donner l'ordre à ses hommes de tirer. Mais en réalité, durant une bonne partie de la nuit, Preston se trouvait devant ses hommes pour empêcher toute tentative de tirer sans qu'ils ne l'atteignent en premier. Or, s'il s'écarte éventuellement là, du chemin, au moment où les coups de feu ont réellement sonné, ça n'empêche pas qu'il y a eu une tentative, un objectif d'empêcher toute tentative de tir. Donc,
c'est 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 ça, c'est ceux-ci sont engendrés justement à travers une situation ambiguë, ces tirs-là. En effet, c'est par un coup de feu accidentel du soldat Montgomery qui se relevait à la suite d'un coup de bâton donné par un partisan de la foule que les soldats en fait échappèrent quelques coups de feu par l'entremise d'un cri indiquant de tirer. Ce cri qui ne provient pas du capitaine Preston. On ignore encore qui a vraiment crié de tirer sur la foule et ça persiste jusqu'à nos jours. Donc, on peut voir que il s'agit vraiment d'un événement à multiples facettes, hein, qui est passé d'une petite dispute à une émeute. Puis cela montre aussi que les tirs ne sont pas engendrés sans provocation, ce qui contraste avec la description de Paul Revere en ce qui concerne le massacre de Boston. Donc, l'alignement des soldats est aussi fallacieux. Hein? Il était plutôt éparpillé par la situation chaotique et certains se trouvaient dans une position de demi-cercle à des fins défensives. Donc, l'écart entre la foule et les soldats, qu'on peut voir ici, n'est pas réel. La foule était très proche des soldats. C'était une émeute qui menaçait de se transformer en bagarre. La question alors, pourquoi Revere cherche-t-il à donner un témoignage erroné des événements? Mais à travers ces deux groupes face à face, comme on peut le voir, le patriote met en évidence un discours loyaliste qui illustre des Bostonnais qui tentent bien que mal d'être, comme on peut le voir, des sujets loyaux et pacifiques envers le roi d'Angleterre, mais qui se font abuser par le propre gouvernement, avec justement ces tirs, par l'entremise d'un corps militaire, donc le 29e régiment. Pour continuer, la nature et le rôle de la foule dans la gravure de Revere sont intrigants à analyser. Le patriote représente des colons, comme on peut le voir, comme des pacificateurs, des victimes, venant de la classe moyenne, hein, par l'entremise de leurs vêtements, comme on peut le voir, qui n'engagent d'aucune façon une bagarre. Hein. Ils sont vraiment en mode défensif. Il y en a qui disent ah, ok, arrêtez de tirer, on s'entraide. Donc, on peut voir aussi que Paul Revere laisse entrevoir diverses émotions et sentiments exprimés par la foule. Comme on peut le voir, effroi, violence, même à travers justement les blessés, hein, on peut le voir ici, et les morts. Tristesse aussi par l'entremise de ces derniers, succombant à leurs propres blessures, et une certaine innocence à travers les traits de leur visage, et aussi l'absence d'armes à leur portée. Ces états d'esprit contrastent avec ceux véhiculés par les soldats britanniques. Hein? Revere donne ces derniers des airs, comme on peut voir ici, vraiment d'agresseurs, ayant des visages nets et anguleux, puis cela engendre un teint plus menaçant envers les Britanniques, qui semblent même apprécier la violence d'une certaine façon. Donc ainsi, tous ces éléments créés par Revere donnent une image vraiment unilatérale. Les soldats britanniques sont des agresseurs et la foule est la victime. Cette connotation négative envers les soldats britanniques illustre l'intention du patriote de catalyser le mécontentement de la population envers les soldats britanniques occupant Boston pour soulever les esprits. Mais en réalité, la foule a agi comme instigatrice lors du massacre de Boston. Armée, elle a harcelé et nargué la sentinelle en jetant des bâtons et des boules de neige contenant des roches et des morceaux de glace sur cette dernière. Cette escalade de violence a fait en sorte que l'émeute est devenue hors de contrôle pour les autorités qui avaient besoin de renforts. Donc pour continuer avec la foule, Paul Revere l'élève socialement, vêtant certaines personnes dans la foule avec des tenues distinctes et dignes de la classe moyenne, ou même de la classe moyenne supérieure. Mais les vêtements que nous pouvons observer sur la gravure contrastent avec la réelle identité de la foule présente sur la rue King. En effet, celle-ci provient de classes sociales inférieures, dont le prolétariat, dans laquelle on retrouvait beaucoup de jeunes hommes. Ceux-ci étaient directement concurrencés avec les soldats pour ce qui est des emplois. Ils étaient souvent en dispute avec les soldats et il y régnait même une certaine animosité entre les deux camps. Même, on a John Adams, qui est un élitiste qui se méfie de la foule
celui-ci va les insulter d'une foule hétéroclite, de garçons naïfs, des équipes irlandaises de Malaga et de Chukas étranges. Donc, c'est ça, ces fonctions occupées par ceux qui ont perdu la vie, euh, comme on peut le voir ici, et comme on peut le voir inscrit juste en bas, juste là, ici. Ces fonctions-là nous permettent de voir qu'en fait, il s'agissait vraiment d'une classe inférieure, puisque euh, on retrouve un esclave réfugié devenu marin, Crispus Attucks. Celui-ci va être blanchi dans l'illustration de Revere. On y reviendra sur cet esclave fugitif qui va être un marin là, plus tard dans l'analyse. On a aussi un travailleur de cuir et un cordonnier. Donc on peut voir que Revere a vraiment l'intention de créer une certaine élévation sociale des victimes. Donc on peut le voir aussi avec les pantalons. Hein. Les pantalons effilés aux genoux. On peut le voir ici. Les gilets, on voit des manteaux coordonnés. Ils font vraiment contraste avec les pantalons longs et carrés, les vêtements avec des motifs simples et des vêtements amples et pratiques que porte réellement la classe inférieure. Donc en présentant une classe sociale moyenne, se faisant agresser par les soldats britanniques, cela accentue l'importance de l'acte puisque le régiment ne s'en prend pas à des pauvres et des marginaux, mais bien à des gens lotis dans la hiérarchie de Boston. Et cela affecte ainsi la façon dont l'opinion publique les perçoit. Donc, en les habillant de cette façon, Revere attire le classicisme, conscient ou inconscient, de beaucoup de gens dans son lectorat. Ces victimes ressemblent à des gens respectables, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de spectateurs ou de visionneurs vont éprouver de l'empathie ou avoir l'impression que ces victimes sont réellement des victimes, puisque cette classe sociale conserve une certaine réputation d'innocent et d'honnête citoyen. Donc parmi les acteurs présents à la scène de Paul Revere, il est important d'illustrer et d'analyser, devrais-je dire, ce chien. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a plusieurs hypothèses qui existent sur pourquoi on a un chien dans cette gravure et quelle est sa fonction. Il y a certains historiens qui prétendent que le chien pouvait appartenir à l'une des victimes du massacre de Boston, qu'il promenait au moment où l'émeute s'est enclenchée, démontrant l'aspect pacifique des Bostonnais. D'autres croient que le chien fait allusion à la relation entre les 13 colonies et la Grande-Bretagne, qui va à valo à travers l'expression anglaise « go to the dogs ». Donc c'est vraiment un terme anglais qui illustrait cette certaine désintégration des relations entre la Grande-Bretagne et les 13 colonies. Donc enfin, le chien peut aussi agir comme symbole de fidélité et de loyauté. On peut voir ici le positionnement du chien qui est très intéressant. Il est du côté de la foule et il fait face au régiment ainsi qu'au Customs House, qui est symbole de l'autorité de la Grande-Bretagne à Boston. Donc ça renforce la narration des patriotes qui indique être des sujets loyaux à leur majesté et que ceux-ci se font abuser par les soldats. Lorsque nous lisons les noms des personnes qui ont perdu la vie, c'est un peu difficile de voir, je sais, avec l'illustration, la copie que j'ai, mais on peut apercevoir justement ceux qui ont perdu la vie. Il y en a environ 5. Et parmi ceux-ci, on peut apercevoir le nom de Crispus Attucks, qui est juste ici. Crispus Attucks. Lui, il est d'origine amérindienne et africaine. C'était un esclave s'étant enfui de son maître pour devenir marin. Donc ainsi, bien que son nom soit affiché sur la gravure de Revere, on le voit juste ici, il est blanchi dans son illustration, ou ne figure tout simplement dans cette gravure, puisqu'il n'y a aucune personne avec la peau noire dépeinte dans l'œuvre. Comme on peut le voir ici, hein, dans la foule, on voit vraiment aucune personne. Donc on se demande, ok, pourquoi Paul Revere a fait ça? Ben,
celui-ci, il y a une hypothèse qui indique que Paul Revere aurait fait ça pour montrer l'importance raciale des victimes de l'attaque britannique. En fait, on le sait, au 18e siècle, le racisme est systématique aux États-Unis. Ainsi, les Afro-Américains sont vus comme inférieurs aux Blancs. Par cette action, l'orfèvre évite toute controverse ou polémique pouvant être engendrée par la présence d'un Afro-Américain par les victimes. Donc cela a comme but de catalyser et de converger les pensées des observateurs vers la violence exercée par les Britanniques. En montrant que les victimes sont des colons blancs, innocents et pacifiques, qui appartiennent à une classe moyenne, comme on l'a expliqué, Paul Revere rehausse la stature des victimes, rendant l'acte des soldats britanniques davantage répréhensible pour soulever l'ire de la population de Boston. Donc, c'est vraiment ça que je voulais démontrer. Une certaine analyse des différents symboles et des différents éléments de propagande pour mousser l'ire de la population bostonaise contre ces soldats, justement ces soldats britanniques qui s'inscrivent dans cette représentation de la Grande-Bretagne. Merci d'avoir écouté. J'espère que je vous ai illuminé sur cette gravure et au plaisir de vous revoir.